Dans cette vidéo, nous allons présenter une analyse musculaire et biomécanique d'un dunk au basketball. On se désintéressera de la phase de prise d'élan ainsi que celle de la réception. Notre travail va s'organiser en 3 grandes parties. En premier lieu, on s'intéressera à la pose d'appui, puis nous aborderons la phase d'impulsion. Et enfin, nous finirons par une ouverture. Nos 2 premières parties se divisent en sous-thèmes. L'équilibre et le centre de gravité, les angles articulaires, les forces, les formes de travail musculaire et les contraintes. Nous commencerons par la phase d'amortissement. Cette phase démarre au moment de la pose d'appui au sol, pour ensuite se terminer au moment où le centre de gravité atteint son point le plus bas. Le polygone de sustentation est délimité par les surfaces de contact avec le sol. En l'occurrence, le pied d'appui, ici la surface représentée en jaune. On observe donc que la projection au sol du centre de gravité, ici représenté en rouge, est en dehors de ce polygone. Le basketteur est donc en déséquilibre volontaire. Les angles que nous allons décrire ici nous serviront de comparaison pour la phase suivante. Nous observons une angulation, c'est-à-dire l'angle entre le tibia et le sol compris entre 120 et 130 degrés. Un angle de 75 à 80 degrés de dorsiflexion pour l'articulation talocrurale, un angle de 150 à 160 degrés de flexion pour l'articulation fémoro-tibiale et un angle de 120 à 130 degrés de flexion pour l'articulation coxo-fémorale. Les forces appliquant sur le sujet sont le poids, dépendant de la masse du sujet et de la gravité. La force d'amortissement est formée de 2 composantes. La première est la force de réaction du sol qui est dirigée vers le haut et qui évite au sujet de s'enfoncer dans le sol. La seconde est la force freinatrice résultante de la force de friction entre le pied et le sol, qui est dirigée vers l'arrière et permet de ralentir le sujet. Le basketteur ne chute pas car il applique une force lui permettant de lutter contre la gravité, malgré le fait qu'il subisse 2 à 3 fois son poids. Sur cette image, nous voyons une position de dorsiflexion maintenue grâce aux muscles de la loge antérieure tibiale en isométrique. Cependant, le mouvement est une flexion plantaire contrôlée par les muscles de la loge antérieure tibiale en excentrique. On observe sur cette phase une légère flexion au niveau de l'articulation du genou contrôlée par l'action du muscle quadriceps en régime excentrique. Le droit de la cuisse est un muscle bipéné donc plus puissant qu'un muscle fusiforme. De plus, il y a une extension de la hanche due à la vitesse du sujet, mais contrôlée par les muscles iliopsoas, droit fémoral, tenseur du fascia lata, en action excentrique. Les fessiers, qui forment le groupe musculaire le plus fort du corps, et les ischio-jambiers ont un rôle fixateur car ils travaillent en isométrie. En considérant le membre inférieur comme un ressort, le régime est excentrique, c'est-à-dire que les insertions s'éloignent. Il permet le stockage de l'énergie élastique qui pourra être restituée lors de la phase suivante. Pour cette phase d'amortissement, la contrainte appliquée est une compression asymétrique. En effet, ici, le poids n'agit pas selon l'axe de symétrie du chaînon, représentant la jambe entière, mais de manière excentrée. On retrouve une zone de compression et une zone de traction. Ces contraintes restent néanmoins contrôlées. Cette phase est la suite de la phase d'amortissement et débute à partir du moment où le centre de gravité commence à remonter et se termine lorsque le basketteur n'a plus de contact avec le sol. Elle comprend une phase de soutien négligeable. À ce moment-là, le centre de gravité intègre à nouveau le polygone de sustentation. Par conséquent, le corps du basketteur est bien à l'équilibre. Par la suite, la trajectoire du centre de gravité va décrire une élévation. On constate à partir d'ici que les angles articulaires au niveau de la hanche ainsi qu'au niveau du genou vont tendre à un angle plat. On se rapproche d'un alignement des différentes parties du membre inférieur. Les forces appliquant sur le sujet sont le poids, la force d'impulsion qui est composée de la force accélératrice qui permet au sujet d'aller vers l'avant et de la force de réaction du sol. Ces forces s'opposent au poids. Suite à la contraction de l'ensemble de ces muscles en synergie et à la restitution d'énergie élastique provenant du muscle quadriceps, la force produite sur le support permet de décoller car elle est supérieure à celle correspondant à la gravité. Le quadriceps, le fessier et les gastrocnémiens agissent en concentrique pour provoquer une extension du chaînon complet de la jambe. Les ischio-jambiers, l'iliopsoas et le tenseur du fascia lata sont quant à eux fixateurs sur cette phase car ils travaillent en isométrique. Dès lors que les articulations du genou et de la hanche sont alignées de manière verticale, on observe une flexion plantaire complète de l'articulation de la cheville, traduit par un levier interrésistant pour lequel le point de pivot est la plante du pied. La force de résistance correspond au poids de corps et la force provient des gastrocnémiens qui se terminent avec le tendon d'Achille. En considérant le membre inférieur comme un ressort, nous voyons bien l'énergie élastique restituée durant l'extension. L'autre jambe joue le rôle du membre libre. Elle va charger l'appui puis se plier pour passer devant plus rapidement avant d'être projetée en hauteur afin que tout le corps suive cette trajectoire.
Ce mouvement provoque une contrainte en torsion au niveau articulaire et osseux, mais également une contrainte en traction sur les différents muscles. Le temps d'impulsion au sol est de 14 centièmes. En comparaison, un sauteur en hauteur a un temps d'impulsion entre 15 et 23 centièmes. Pour améliorer son mouvement, le joueur devrait réaliser des exercices de musculation afin de gagner en puissance dans ses muscles extenseurs, mais aussi des exercices de pliométrie afin d'améliorer ses capacités de travail élastique.